Ce programme vous est offert par Illico Cash. La conjugaison des efforts pour l'émergence d'un continent africain plus fort, plus solidaire et résilient face aux défis de développement a été préconisée par le président de la République à l'ouverture ce jeudi du 23e sommet du COMESA. Le président zambien, président sortant du COMESA, a procédé à la transmission des symboles du pouvoir à son homologue burundais et président entrant de cette organisation sous-régionale. Le gouvernement veut doter la RDC d'une économie capable de répondre aux besoins sociaux de base. Judith Suminho l'a affirmé ce jeudi dans son discours prononcé au cours de la plénière consacrée à l'examen du projet de loi des finances pour l'exercice 2025 à l'Assemblée nationale. Et en santé, les autorités sanitaires ont introduit aujourd'hui le vaccin antipaludique R21 dans le programme national de vaccination et ont reçu 693 500 doses de vaccins recommandés par l'OMS. Le pays a lancé la première phase du déploiement en Banzangungu dans le Congo central, ciblant 173 375 enfants dans les 31 zones sanitaires que compte cette province. Le point sur l'actualité. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Ce jeudi à Bujumbura, le chef de l'État a participé à la cérémonie officielle d'ouverture du 23e sommet du COMESA. Dans son speech, Félix Tshisekedi a déclaré qu'il est impossible d'aborder les questions des prospérités sans parler de la paix sur le continent. Pour lui, la République démocratique du Congo est toutefois résolument engagée dans un processus de pacification de ces provinces de l'Est touchées par la guerre d'agression qui nous est injustement imposé par le Rwanda. Suivez un extrait de son discours. La paix et la sécurité sont les fondations de toute intégration régionale réussie. Sans paix, il ne peut y avoir de prospérité durable. Aujourd'hui encore, plusieurs pays de notre région, en ce compris la République démocratique du Congo, sont confrontés à des défis sécuritaires majeurs causés par des forces négatives qui continuent de semer la désolation et freinent le développement de nos peuples. La République démocratique du Congo est toutefois résolument engagée dans un processus de pacification de ces provinces de l'Est touchées par la guerre d'agression qui nous est injustement imposée par le Rwanda. Nous aspirons à une collaboration régionale renforcée pour éradiquer les sources d'instabilité et promouvoir un climat favorable aux affaires. Au Parlement, la Première ministre a pris la parole devant les députés nationaux réunis en plénière sous la direction du président du bureau Vital Kamerhe pour présenter le projet de loi de finances de l'exercice 2025. Ce projet ambitieux qui se veut équilibré tant en recettes qu'en dépenses prévoit un budget total de 846,8 milliards de francs congolais, soit environ 18 milliards de dollars américains. Judith Toloka se fait accompagner des membres de son gouvernement. 886 députés nationaux étaient présents lors de cette séance plénière consacrée à la présentation du projet de loi des finances pour l'exercice 2025 sous la présidence de Vital Kamerhe Nkingi. Ce projet, d'après la première ministre, est équilibré en recettes et en dépenses, un budget qui s'élève à 49 846,8 milliards de francs congolais, soit environ 18 milliards de dollars américains. Ce projet de loi des finances 2025 s'inscrit, d'après Judith Suminho Tuluka, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement aligné sur la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il vise à renforcer les infrastructures, améliorer les services publics et stimuler la croissance économique tout en prenant en compte les défis actuels auxquels fait face la République démocratique du Congo. Ici, on n'est plus dans l'imaginaire parce qu'on est en train de discuter ce qui est présenté. Également, il y a d'abord la prise en charge des institutions. Et dans les institutions, je parle, il y a les salaires des gens parce qu'il faut rémunérer ceux qui doivent participer au développement du pays. Et il faut réserver une grande partie pour les investissements. Les investissements, c'est beaucoup plus choisir le domaine qui, au premier regard, ça ne produit pas. Mais dès que vous les disponibilisez,
ça permet de créer de l'économie. Hein, principalement, par exemple, les routes. Quand on fait une route, vous vous souvenez ici, à l'époque, on disait « Baliaka Balabalate ». Mais par contre, en faisant des routes, vous vous apprêtez à une croissance économique et à des activités commerciales qui peuvent s'organiser. Et troisièmement, il y a la santé, l'éducation et pourquoi pas la sécurité. Cette loi des finances, a poursuivi la Première ministre, s'inscrit aussi dans une dynamique d'amélioration et d'investissement en faveur du pays et selon quelques principaux faits saillants, notamment l'accroissement des crédits d'investissement, le renforcement du secteur de la sécurité, les soutiens à l'agriculture, à la pêche et à l'élevage, le développement rural, la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, l'investissement dans les infrastructures, l'appui budgétaire des partenaires, le grand projet en cours, la connexion Est-Ouest, la modernisation des aéroports, la gratuité de l'enseignement et la couverture santé universelle, les réformes administratives et celles dans les finances publiques, la desserte en eau potable et en électricité. Ce jeudi, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, a reçu une délégation des sénateurs honoraires de la 3e législature. Au menu de leur échange avec le speaker de la Chambre haute, le dossier des sénateurs de la législature passée ainsi que celui de leurs assistants parlementaires. La délégation a été conduite par l'ancien sénateur Denis Kambaye. La délégation est conduite par le sénateur honoraire Denis Kambaye. Devant les speakers de la Chambre haute du Parlement, les sénateurs de la 3e législature sont venus exposer les dossiers des élus de la législature passée ainsi que celui de leurs assistants parlementaires. À l'issue de cette audience, l'ancien sénateur qui a fait office de porte-parole de la délégation s'est confié à la presse. Sous la conduite de notre président intérimaire du bureau sortant, du Sénat, de la 3e législature, l'honorable Sangouma. Vous avez vu cette délégation sélectionnée qui a rencontré ce jour l'honorable président du Sénat, Samalou Kondé, pour échanger sur des préoccupations de notre législature. Tout a été déjà dit dans la presse, mais aujourd'hui il était l'occasion que nous puissions échanger. D'abord, lui présenter officiellement des civilités de sénateurs sortants sous la conduite du président du bureau sortant, et aussi parler des questions qui nous concernent, que nous ne pouvons pas commencer à faire maintenant la publicité sur la place publique. C'est que nous pouvons dire à tous les collègues qui nous suivent maintenant que tout va bien, tout est sur les rails, et aussi la problématique de nos assistants parlementaires, nous avons également échangé. Voilà les 2 questions du jour, les dossiers des sénateurs sortant de la 3e législature et aussi les dossiers de nos assistants. Tout est entre les bonnes mains, donc tout le monde peut se tranquilliser et nous regardons dans la même direction et dans les jours qui viennent, nous allons échanger sur d'autres questions d'actualité. Auprès de Samalou Kondé, la délégation a trouvé une oreille attentive et de ces faits, elle reste sereine pour la suite. Nous sommes l'un des pays les plus touchés par le paludisme. Un enfant en meurt toutes les 2 minutes. Le gouvernement avait annoncé l'introduction dans le programme national de vaccination et c'est fait depuis ce jeudi. La vaccination contre la malaria a été lancée depuis Mbanza-Ngongo dans le Congo central, une étape historique dans la lutte contre la maladie. L'introduction de ce vaccin constitue une avancée significative dans la lutte contre le paludisme en RDC. C'est dans le Congo central que s'est déroulée la cérémonie officielle de lancement. Le programme a été élaboré sous le leadership du ministère de la Santé publique et soutenu par des partenaires engagés. Ce jour marque une étape significative dans l'histoire de la santé en République démocratique du Congo, fruit des efforts concertés déployés par tous les parties prenantes pour rendre cette intervention essentielle accessible dans la lutte contre une maladie qui a longtemps constitué un fléau pour notre nation. La RDC se positionne comme le premier pays à haut impact à introduire le vaccin R21. Le pays, avec le soutien de Gavi, a déjà mobilisé près de 9,5 millions de doses de vaccins pour la période 2024-2025, soulignant l'engagement continu des partenaires pour étendre cette initiative à l'ensemble des 26 provinces. Je vous invite tous à soutenir cette initiative, à encourager la vaccination et à diffuser l'information autour de nous. Malgré les possibilités de prévention et de traitement, le paludisme reste l'une des principales causes de décès en RDC.
Les résultats des essais dans d'autres pays africains comme le Ghana et le Kenya montrent que l'utilisation de ce vaccin a réduit de près de 50% le nombre de cas de paludisme chez les enfants et jusqu'à 75% lorsqu'elle est combinée à d'autres stratégies de prévention. Alors que le mois d'octobre, surnommé Octobre Rose, se clôture ce jeudi, la lutte contre le cancer du sein continue. Plusieurs femmes, dont celles qui composent l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ont été sensibilisées au dépistage contre ce fléau, une initiative de la vice-présidente de cette institution. Chaque année, le mois d'octobre est dédié à la sensibilisation au cancer du sein, une maladie qui touche 2 millions de femmes à travers le monde. En RDC, précisément à Kinshasa, les différentes couches de la population ont été sensibilisées face à ce fléau. Alors que le mois de la campagne touche à sa fin, plusieurs femmes, dont celles qui composent l'administration de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ont été sensibilisées sur le dépistage du cancer du sein. Une initiative de l'honorable Germaine Chinyama Nzolantima, vice-présidente de cette institution, qui a décidé de mettre la main dans la pâte. Dans son mot, l'honorable Chinyama Nzolantima a rendu un vibrant hommage au champion de la masculinité positive, le président Félix Tshisekedi, pour la place qu'il accorde à la femme congolaise, avant de marteler sur la nécessité de l'implication de tout le genre dans cette lutte. Cette célébration revêt une importance particulière car elle met en lumière non seulement les souffrances naturelles liées à la maternité, mais aussi la lutte contre le cancer du sein, un des fléaux qui touche de nombreuses femmes. Cette journée axée sur la sensibilisation et le dépistage précoce et volontaire, c'est un appel à l'action pour nous protéger et donner de l'espoir à toutes celles qui sont touchées par la maladie. C'est pourquoi je rends hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à Madame la Première ministre pour les efforts en faveur des droits de la femme. Cette activité a aussi été marquée par des témoignages des survivants du cancer du sein, des explications claires des spécialistes en santé en vue d'attirer l'attention de l'assistance sur la gravité de cette maladie mortelle si elle est négligée. Ces 31 marquent la fin du mois d'octobre, mais le combat contre le cancer du sein continue. Le comité consultatif provincial du Star-Est a validé le plan de travail et budget annuel 2025 au Sud Kivu. Cette validation marque une étape cruciale pour le projet Star-Est dans cette province. Présidé par le gouverneur intérimaire Jean-Jacques Elakano, l'atelier de validation a mis en lumière les efforts de Brigitte Kapinga, coordonnateur général et du professeur Jean-Claude Moubalama, coordonnateur provincial, pour améliorer les conditions de vie dans la province. Les plans de travail et budget annuel 2025 de la coordination provinciale du Sud Kivu du Star-Est a été validé à l'unanimité par les membres du comité consultatif provincial CCP lors d'un atelier présidé par le gouverneur intérimaire du Sud Kivu, Jean-Jacques Elakano. Cette validation marque une étape décisive dans la mise en œuvre du projet Star-Est dans la province. On va subventionner les activités génératrices des revenus pour les personnes vulnérables qui ont besoin d'être appuyées avec des petits projets. C'est entre autres la stabilisation à base communautaire. Cette composante inclut la redynamisation et le financement des comités locaux de développement CLD et des comités locaux de développement EDP CLDP. La formation des délégués à pied d'œuvre DPO, la mise en place des comités de gestion des plaintes et la construction d'infrastructures socio-communautaires de base telles que des écoles, des centres de santé et des forages d'eau. La question de la recherche sur les raisons de l'activisme des groupes armés et qu'est-ce qu'il faut pour trouver une solution qui puisse permettre le rétablissement de la paix. Pour 2025, 50 infrastructures socio-communautaires sont planifiées. Pour ce qui est pour la réintégration à base communautaire, cette composante prévoit des travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO avec la construction de 135 km de routes de dessertes agricoles. Nous allons tout mettre en œuvre pour suivre ce projet et faire en sorte que ce projet puisse être palpable et profiter
à notre population. La validation du PTBA 2025 est une avancée significative pour le projet Star Est qui vise à améliorer les conditions de vie des communautés du Sud Kivu à travers des initiatives de stabilisation, de réintégration, des gouvernances et des recherches. Les recommandations formulées par les CCP permettront un suivi rigoureux des activités planifiées, assurant ainsi une mise en œuvre efficace du projet. En marge de sa participation à la deuxième édition de la conférence sur le climat des affaires, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur s'est rendu à Lubumbashi où il a été reçu en audience par le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kabwe. Le président de l'Assemblée provinciale a fait visiter à son hôte le nouvel hémicycle provincial, un édifice moderne qui témoigne des ambitions de la province. Aussitôt après son arrivée à Lubumbashi par l'aéroport international de la Luano, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur est allé visiter le nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, dont l'inauguration intervient dans quelques jours. Sur place, Maître Jacquemin Chabani a été accueilli par le président de cet organe délibérant. Michel Kabou-Mwamba a fait visiter à son hôte des marques qu'accompagnait le gouverneur des provinces Jacques Kaboula-Katoué les compartiments de cet immeuble. Des différents bureaux à la salle des plénières, l'immeuble est tout simplement le plus beau de la République. Ensuite, toujours à l'Assemblée provinciale, Maître Jacquemin Chabani a tenu un conseil provincial de sécurité auquel ont pris part notamment le président de l'Assemblée provinciale et différentes autorités civiles et militaires locales. Enfin, Michel Kabou-Mwamba a conduit son hôte au siège fédéral de l'UDPS Lubumbashi 3. Avec les deux autres présidents des fédérations Lubumbashi 1 et 2, Maître Jacquemin Chabani a conscientisé les uns et les autres à la redynamisation des activités du parti. Revenons à Kinshasa où la ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, Nathalie Aziza-Mounana, a reçu le gouverneur du Nord Ubangi. Les deux personnalités ont plutôt abordé la problématique des inondations dans cette province. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza-Mounana Nathalie, a accordé une audience au gouverneur du Nord Ubangi dans son bureau de travail. Au menu de leurs échanges, la problématique des inondations dans la province, comment apporter une assistance humanitaire aux sinistrés. Auprès de la patronne du social, le gouverneur du Nord Ubangi se dit satisfait de l'attention soutenue. C'était très satisfaisant. La ministre était plus que chaleureuse avec nous et son implication personnelle donc elle va nous accompagner tout au long de ce chemin sinueux. Je suis venu auprès de la ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires pour faire le plaidoyer concernant les inondés que nous avons actuellement dans la province du Nord Ubangi. Notre province étant une province avec énormément d'eau, si je puis dire. Aujourd'hui, dépendamment des constructions anarchiques qui ont été faites, nous avons un nombre élevé de populations qui sont dans un désarroi. Et voilà pourquoi je suis venu voir la ministre pour voir quelles sont les actions concrètes qui peuvent être mises en place. Pour le gouverneur Malodimba Mobutu, plusieurs familles passent la nuit à la Belle Étoile à cause des inondations. D'où l'intervention du gouvernement de la République démocratique du Congo devient de plus en plus urgente. Dans l'actualité, toujours, les agents du Fonds forestier national disposent désormais d'une fiche de paie, une première depuis la création de l'entreprise. C'est au cours d'une réunion tenue ce jeudi entre le directeur général Honoré Moulumba et tout le personnel que cette fiche a été présentée. Cette réunion statutaire entre le directeur général du Fonds forestier national Honoré Moulumba et tout le personnel a eu lieu dans la grande salle culturelle du collège Boboto. Le premier à prendre la parole, c'est le directeur des ressources humaines du FFN qui a martelé sur le prouesse technique accompli pour obtenir cette fiche de paie des agents. Et dans tous les projets d'arrêté interministériel, naturellement, il y avait le Fonds forestier qui est toujours là. Bon, la dernière réunion, naturellement, pour être dans une réunion, il faut en avoir l'information et être invité. Après les directeurs de ressources humaines, c'est au tour du directeur général Honoré Moulumba Kalala de prendre la parole. Dans son allocution, ce dernier
a d'abord remercié le chef de l'État Félix Tshisekedi pour la confiance et sa reconduction à la tête du Fonds forestier national, avant de remercier la ministre d'État, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba. Honoré Mouloumba Kalala est revenu sur les méthodes et techniques mises en place pour arriver à cette fin, une première depuis la création de l'entreprise. Nous avons également parlé du crédit carbone, tout en disant que nous n'avons pas encore perçu le 1 550 000 qui est la quotité du FFN selon le décret, et que la ministre d'État, ministre de l'Environnement, était en train de tout faire pour que le fonds forestier rentre dans ses droits. Mais nous avons parlé du capital forestier en parlant de la mission du fonds forestier qui est celle de financer les opérations de reboisement. Nous avons insisté sur le capital humain parce qu'on ne peut pas faire la mission sans tenir compte de l'homme qui fait la mission. Rappelons que cette réunion était une occasion de présenter cette nouvelle fiche à tous les agents du Fonds forestier national et de donner une nouvelle ère à cette organisation. Et puis l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA, a officiellement procédé à la signature de la convention cadre de partenariat avec la société de technologie Huawei. Ce protocole d'accord vise à former des professionnels de télécommunications et contribuer activement à l'écosystème numérique de la République démocratique du Congo. Dikans Kaboya. Ce nouveau partenariat de l'ISIPA, conclu sous le management éclairé de son président-directeur général, Martin Ekanda Odimba, s'inscrit dans le cadre de la nouvelle vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'entrepreneuriat des jeunes en RDC. Ces protocoles d'accord a pour objectif principal le développement des talents dans le domaine des technologies de l'information et de la communication issus de l'ISIPA, afin de former les professionnels de demain et de contribuer activement à l'écosystème numérique de la RDC. Et nous avons un projet aujourd'hui, une vision, c'est l'entrepreneuriat. Pour amener nos étudiants à pouvoir créer les entreprises, il faut les former. Et pour les former, il faut un cadre. Et il faut également des partenariats. C'est-à-dire quoi? Nous avons déjà, nous, au niveau de l'ISIPA, adapté notre formation au niveau de l'entrepreneuriat. Mais il faut organiser les stages. Huawei offre aux étudiants de l'ISIPA l'opportunité de découvrir les dernières innovations en TIC, d'approfondir leurs connaissances et de s'ouvrir aux cultures technologiques. De plus, Huawei accompagne les jeunes professionnels issus de l'ISIPA dans leur parcours d'apprentissage pratique en leur fournissant des formations continues et adaptées aux réalités du marché de la télécommunication en RDC. Huawei cherche toujours notre partenaire académique pour enlever ensemble l'écosystème des talents, l'écosystème pour le futur, pour les perspectives de numérisation du pays. L'ISIPA collabore à la gestion et la promotion de la plateforme de Huawei ICT Academy pour les étudiants, facilite la sélection et le suivi des participants au programme d'échange de Huawei et soutient l'organisation des stages en recommandant des candidats qualifiés tout en intégrant Huawei aux événements technologiques de l'Institut. Place à présent au rappel des principaux titres. La conjugaison d'efforts pour l'émergence d'un continent africain plus fort, plus solidaire et résilient face aux défis de développement a été préconisée par le président de la République à l'ouverture ce jeudi du 23e sommet du COMESA. Le président zambien, président sortant du COMESA, a procédé à la transmission des symboles du pouvoir à son homologue burundais et président entrant de cette organisation sous-régionale. Le gouvernement veut doter la RDC d'une économie capable de répondre aux besoins sociaux de base. Judith Soumino l'a affirmé ce jeudi dans son discours prononcé au cours de la plénière consacrée à l'examen du projet de loi des finances pour l'exercice 2025 à l'Assemblée nationale.
Et en santé, les autorités sanitaires l'ont introduit aujourd'hui, le vaccin antipaludique R21 dans le programme national de vaccination et ont reçu 693 500 doses de vaccins recommandés par l'OMS. Le pays a lancé la première phase du déploiement en Banzangungu dans le Congo central, ciblant 173 375 enfants dans les 31 zones sanitaires que compte cette province. Ainsi prend fin ce journal, mesdames, messieurs. Merci de votre attention soutenue. L'info reste en continu sur Télé 50, mais aussi sur la 96.2 Radio 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Inico Cash.